Salut à tous. Trek Segafredo, test numéro 3 du jeu. Et par contre, je vous promets très très rapidement, cet épisode Groupama FDJ, là, c'est dans 2-3 jours max. Et quand même, il y avait ceci à terminer. J'avais dit que j'irais jusqu'au Dauphiné. On avait joué un certain nombre de courses, pas toutes du tout. Et là, on en était juste avant Liège-Bastogne-Liège. Alors, sur laquelle il y a des possibilités avec cette équipe-là, hein. Il y a vraiment moyen d'aller chercher quelque chose, que ce soit avec Schielmose, peut-être, ou avec un autre, peut-être Bauke Mollema, sait-on jamais. Bref, voilà, j'étais là, j'attaquais ma course assez sereinement, et puis en me demandant un peu ce qui pouvait être fait. Alors, Quinn Simmons, par exemple, ou Giulio Ciccone, allaient être plus ou moins contraint à un rôle mineur à cause d'une forme du jour assez négative. Et en revanche, putain, un joli plus 3 de Mollema là, hein. C'est pas mal. Donc, bon, après, on connaît enchaînement. J'ai fait un montage un peu plus rapide un peu plus court que dans d'autres circonstances, où on va voilà, voir peu à peu les difficultés s'enchaîner. Et là, on est déjà après le col du Rosier. On se positionne. Il y a des petites tentatives ici et là. Moi, je me dis qu'il faut durcir cette course. J'ai envie de tenter quelque chose. Envie de durcir pour voir si quelque chose peut être fait. Bon, sur Liège-Bastogne-Liège, quand même, souvent la prime, elle est à ceux qui vont attendre le bon moment pour planter la banderille. Alors, peut-être dans la Redoute, mais sinon, plutôt dans la Roche au Faucon. Le tout étant de conserver suffisamment d'énergie pour peut-être attaquer dans la deuxième partie de cette difficulté finale, la Roche au Faucon. Et on sait qu'il y a un endroit idéal pour partir si on veut gagner, mais à ce moment-là, il faut quand même encore pauvre Stuyven. Il aura fait quand même une bonne première partie de saison, mais là, il s'est complètement gamellé, le pauvre. Donc voilà, l'idée est de préserver Schielmose, Mollema à ce moment-là. Donc on demande à Juan Pedro Lopez, une fois que Quinn Simmons a fini son travail, de faire le boulot. Vous voyez que les plus forts sont là, hein, Pogacar, Roglic et compagnie, David Gaudu. C'est assez dangereux pour nous. Et donc là, quand même, moi, je joue crânement ma chance avec Juan Pedro Lopez. Là, allez, ça part. On avait pris quelques roues. En l'occurrence, Schielmose, il est calé dans une roue. Je crois que c'est Roglic. Et là, regardez, hop, l'endroit où il faut partir. C'est pile cet endroit-là, hein. J'ai déjà gagné en partant ici. Et ce sont, par contre, cette fois-ci, Pogacar et David Gaudu qui sont partis au très très bon endroit. Derrière, peut-on les rattraper ou est-ce que la messe est dite? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Souvent, vous allez avoir un moment ici, voilà, d'atermoiement où la poursuite va avoir du mal à s'organiser et où finalement là vous basculez avec 20 secondes voilà d'avance, vous êtes dans la descente avec 20 secondes d'avance et derrière on les reprend quasiment. Ouais, sauf que flamme rouge et là Mister Pogacar a décidé que c'était lui aujourd'hui qui allait s'imposer malgré un retour assez fort de Van Der Poel, de Julien Alaphilippe. Et nous, on va faire un petit top 10 du bout des lèvres avec Mollema. Alors en fait, ça n'a pas la grande importance. Juste constater que voilà, ils sont partis au bon endroit. Après, Gaudu a été un peu court, Pogacar surpuissant. Ça n'est pas toujours le cas, sur tout ce que j'ai pu observer. Je trouve que il passe à travers, on en reparlera, il passe à travers de certaines occasions dans le jeu. Souvent, c'est dû à des tactiques peut-être un peu trop risquées de la part de l'IA qui contrôle Tadej Pogacar. Bon, à suivre pour avoir des confirmations ou pas de ce que je dis là. Mais vous, dans vos parties, vous avez certainement vu des trucs jusque-là. En tout cas, je me suis pris au jeu, j'ai préparé les dossiers dans la foulée, après Liège-Bastogne-Liège, et tout en observant déjà une première chose, c'est que, à part Quinn Simmons, on a, on va dire, l'essentiel de nos coureurs
importants ou prometteurs. En tout cas, nos valeurs sûres sont sous contrat. Après, il y en a énormément aussi qui sont en fin de contrat, mais qui sont des coureurs peut-être un peu moins importants pour cette équipe. Donc, en se basant sur ça, j'ai établi une petite liste de coureurs, voilà, qui pouvaient intéresser, parce qu'on sait que Trek Segafredo devient Lidl Trek. On peut penser que Lidl, ayant son siège en Allemagne, un gars comme Nils Politt pourrait les intéresser. Après, il y a évidemment essayer d'aller prolonger Siemens, peut-être draguer un peu Matteo Jorgensen pour le côté États-Unis. J'ai aussi ajouté Will Barta, ça mange pas de pain. Un petit Allemand aussi avec Max Kanter. Voilà, donc c'est assez modeste, en me disant aussi qu'il fallait peut-être un mec capable sur grand tour, sachant qu'on a déjà un Belge. Ilan Van Wilder pourrait être celui-là. Bon, je me suis un peu donc pris au jeu, comme vous le voyez, sans savoir si un jour tout ça serait concrétisé. Mais Trek Segafredo, je trouve, est un joli projet pour une carrière sur Pro Cycling Manager en 2023. Et donc voilà, c'est assez intéressant de se projeter, même si on le réalise pas. Après, il y avait le Giro. Alors sur le Giro, le sponsor, il voulait une victoire d'étape. Or, ça me pique un peu les yeux, moi, d'avoir un niveau de satisfaction assez restreint de la part du sponsor. Du coup, j'ai un peu étudié ce Giro, et puis je me suis aperçu que arrivé déjà à un tiers du Giro, vers l'étape 7, je me suis dit, oh mais en fait, il te reste quasiment plus que l'étape 12 comme occasion pour gagner. Avec ces profils de coureurs-là, parce que j'ai emmené quand même une équipe peut-être plus faible que ce que j'aurais pu aligner. Et du coup, je lance dans la bataille, alors vous voyez Kenny Elissonde, également Tolhoek, Tesfation, et déjà Tony qui est devant, Tony Galopin, et en espérant peut-être faire le travail à plusieurs dans l'échappée. Voilà, elle est composée d'un certain nombre de coureurs. Est-ce que les 4 reviendront, ou est-ce qu'on restera à 16 ? En tout cas, ce qu'il faut voir aussi, c'est si on va nous laisser du champ au niveau du peloton. Dans les premiers temps, en tout cas, il s'agit de collaborer et d'essayer d'accroître l'avance. 3 minutes, alors qu'il reste une longue partie plane à couvrir, puis une difficulté dans laquelle on pourra éventuellement faire quelque chose, c'est pas mal. C'est pas mal, 3 minutes, mais c'est pas non plus les 7-8 minutes qu'on pourrait vous laisser dans certaines occasions. Et d'ailleurs, à l'amorce de la dernière difficulté, le peloton s'annonce particulièrement menaçant. Je commence à flipper par rapport à mon avance. 1:30, c'est que dalle, donc il faut travailler très très fort avec Nathanael Tesfation, puis peut-être qu'on sacrifiera Antoine Tolhoek dans la foulée, et après ça se jouera entre nos deux petits Frenchies là, avec Kenny Elissonde et Tony Galopin, pour voir de quelle façon est-ce qu'ils peuvent tirer leur épingle du jeu, sachant qu'en face il y a un coureur qui au fur et à mesure me fait de plus en plus peur, c'est Lorenzo Fortunato. Je me dis qu'il a les moyens, lui, de nous faire assez mal. D'ailleurs, il a tendance à le confirmer. Il est le seul rescapé avec Elissonde et Galopin de l'échappée initiale. Mais l'avantage, c'est qu'on a quand même repris un peu de temps dans cette difficulté à force de sacrifier des coureurs. Oui, aïe, comme on est mal. Oh, comme on est mal quand même en cette fin d'ascension. Il n'y a que Elissonde qui a réussi à s'accrocher à Fortunato, qui est clairement le plus fort du jour. Fortunato est le plus fort. Comment faire pour le battre au sprint avec Kenny Elissonde ? Ça va être tendu parce que ce dernier n'a pas les mêmes notes de sprint ou d'accélération que ne peut l'avoir Fortunato. En plus, il est un peu moins bon en descente. Et il reste 20 bornes par contre. Voilà, 20 bornes. Le peloton par contre s'est relevé. Vous voyez, 4 minutes à 20 bornes, bon, on a compris. Du coup, j'essaie de revenir avec Tony.
je me dis que là, il y a quelque chose à faire. Et en plus, Fortunato est malin, il attaque. Donc là, c'est vraiment tendu, je suis pas serein du tout. On va juste prendre la roue, voilà, on va le laisser s'épuiser. Et on se dit que peut-être Tony va avoir son coup à jouer. Oh là là, il rattaque Fortunato. Donc je suis vraiment pas serein. Je suis pas serein du tout. Ouf, ça y est, on a réussi à raccrocher la roue. On est tous les deux dans la roue de Fortunato, sachant que Elisonde a peut-être un coup à jouer. Alors que, par exemple, Galopin marque Fortunato et Elisonde qui attaque. C'est parti. Attaque d'Elisonde à 8 km de l'arrivée en se disant allez, peut-être que Fortunato, à un moment donné, n'en pourra plus. On va l'épuiser, quoi. Hein, on va lui faire le coup du 2 contre 1. Galopin est toujours calé dans la roue, lui. Aïe, 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 voilà. Zut. On s'est laissé surprendre. 5 km. Galopin toujours calé dans la roue, ça tient. Enfin, plus pour grand-chose. Derrière, Elisonde qui revient en effort mesuré. J'ai dû gérer les efforts là sur cette fin d'étape, ça a été assez monstrueux. Allez mon grand, planteuse en une, histoire de lui faire mal à Fortunato. Ou alors t'as plus rien et t'y vas pas, mais en général c'est ce que je fais, voilà. Je lance Elisonde pour obliger Fortunato à lancer. Et ensuite, on va essayer de déborder avec Galopin, qui est meilleur sprinter qu'Elisonde. Suspense total. Mais peut-être que Tony a un petit avantage. Ouf, on l'a prise. On l'a prise, mais voilà, c'était amusant, cette petite passe d'armes entre Galopin, Elisonde et Fortunato pour une victoire du vétéran français. Au final, vraiment, vraiment à l'arraché. Voilà, bien joué Tony. Magnifique. Par contre, voilà, bah heureusement qu'on s'en est sorti. Vous voyez que sur ce coup-là, le général n'a pas été trop modifié. Le général, je garde un peu de suspense pour regarder qui va l'emporter. Donc le reste, j'ai simulé, hein, tout bêtement. J'ai pas joué spécialement. Voilà, bah, le général, c'est Enric Mas qui va le gagner devant Lennart Kemna et Jean Almeida. Voilà, donc un Giro assez ouvert. Thibaut Pinot 9e. Voilà. Et les trois premiers étaient quand même dans un mouchoir de poche, hein, puisque Almeida 3e est à 34 secondes. Mais c'est quand même un Giro au classement final surprenant. Hein, je pense pas qu'on aurait pu assister à cela en 2023 dans la réalité. Alors vous allez me dire, ouais, mais il n'y avait pas Roglic, pas Evenepoel non plus. Ouais. Enfin, quand même, c'est un peu beaucoup. Toujours Caleb Ewan en énorme surévaluation de la database par rapport à sa qualité du moment. Et par équipe, 3e en simulation. Trek Segafredo, bon bref. Et puis on notera quand même, hein, je ne l'ai pas mentionné, c'est quand même méchant, la super belle place de Julien Bernard, 7e quand même. Celle-là, elle est très très flatteuse. Je ne m'y attendais pas. Dauphiné à présent, on a fini de simuler notre Giro. Dauphiné, alors ça c'est le profil 2023 hein, qu'on a eu il y a quelques semaines, avec pour commencer cette étape à Chambon-sur-Lac, il y a une boucle autour de Chambon-sur-Lac, et vous avez vu, cette étape est classifiée majoritairement en moyenne montagne. Donc par rapport à ce que je voulais faire, qui était notamment aussi tester comment est-ce que la note de moyenne montagne peut-être influence ou rentre en ligne de compte dans le jeu, bah on est servi. Alors le problème c'est que j'ai un peu le recul maintenant et j'ai l'impression de ne pas comprendre on va dire de quelle manière est-ce qu'elle est vraiment influente. Entendez-moi bien, je comprends bien qu'il y ait des formules pour déterminer à quel moment elle intervient, etc. Ça, je l'ai entendu, hein, donc le jeu a prévu quelque chose, le jeu l'utilise, mais
dans la mesure où, pour un grand nombre de coureurs, elle est très proche de la note de montagne ou de la note de vallon, voire elle est quasiment proche d'une moyenne des deux, bah au final, quelle est, quelle est son influence réelle, vous voyez ce que je veux dire? Hein, je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Donc j'ai compris qu'elle intervient, mais finalement, pèse-t-elle très lourd? C'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Toutefois, dans cette première étape, on a décidé de frapper un petit peu fort dès le début. Et Shelmose, notamment, paraît armé pour aller chercher quelque chose. Cela dit, quand on voit la barre de Pedersen et qu'on sait ce qui reste à courir, c'est-à-dire à ce stade-là, quasiment tout ce qui est de type montée est terminé. Pedersen, hein, c'est tellement solide hein, que quand on l'emmène bien, même ce type d'étape-là, il peut les ambitionner. Et en l'occurrence, je vais jouer pour lui, on va jouer au sprint. Sauf si, voilà, hop, surprise, on fait la cassure pour Quinn Simmons. C'est parti, Quinn Simmons peut-il, en puncher, aller chercher cette fin d'étape tout seul? C'est possible. C'est possible et on aime un peu cet exercice, moi je l'avoue. Hein, j'ai tendance à aimer ça. On a préparé le terrain, on a fatigué un peu du monde et au moment où l'IA ne s'y attend pas, on envoie Quinn Simmons pour essayer d'aller chercher cette étape. Allez, on attaque même un peu dans cette descente parce que sinon on va être repris. Allez, 8 secondes, 10 secondes, ça va être tendu. C'est ultra tendu, oh là 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 là. On s'est fait reprendre, dit. Peloton était très très virulent et on a été quasiment croqué avant de décider de sprinter. Et là, miracle de chez miracle, on va s'imposer de très peu devant Max Poole et George Bennett. Alors vous allez voir, je spoil un tout petit peu, que Max Poole, sur ce Dauphiné, Max Poole donc de DSM hein, qu'on a juste à l'image ici à côté de Quinn Simmons, Max Poole s'est surpassé. Il a été magnifique et donc bon bah nous on a cette petite satisfaction d'offrir une victoire à notre barbu américain. Ensuite, étape 2, Brassac-les-Mines, la chaise Dieu. Alors, on me met Pedersen favori de l'étape devant Tige Benoît. Je trouve ça un tout petit peu surprenant. Je ne sais pas comment Benoît pourrait s'imposer ici, à part en solitaire, en sortant peut-être dans le final, mais ça me paraît pas être le scénario le plus envisageable vu la nature de cette fin d'étape. Donc j'ai quelques réserves. En revanche, Pedersen, s'il est bien emmené, sait-on jamais. Donc à voir. Ça sera à moi de faire le boulot. Oh là là, ça attaque ici. On n'est pas loin de l'arrivée. Il serait bon de ne pas s'endormir. Allez, Mollema qui travaille. Simmons. Est-ce qu'il en reste à Pedersen? Il lui en reste un peu. Il y a également Stuyven qui pourrait sprinter. Pour cela, il faudrait se mettre en condition de sprint. Allez, on va essayer de travailler pour les deux là. On va essayer de travailler pour Pedersen et Stuyven. Et vu la manière dont j'ai positionné les coureurs, ça signifie que je vais presque demander ici à Pedersen d'emmener Stuyven. Allez, c'est parti. Il y a moyen de reprendre les deux mecs de devant là. Les deux qui s'étaient échappés. Bah non, c'est Magnus Sheffield qui va s'imposer. Donc le petit départ que j'évoquais juste avant et que je pensais improbable, ou en tout cas nécessaire pour que Benoît s'impose, bah c'est Magnus Sheffield qui l'a fait, parti un peu en puncher. Sur ces premières étapes du Dauphiné 2023, c'est possible. Après, dès lors que viendra la montagne, on changera de catégorie et ce sera plus vraiment le terrain hein, pour ce genre de choses. Allez, le général a un petit peu évolué. Quinn Simmons toujours en jaune, c'est sympa.
Et puis surtout, ça demande de voir la suite. Alors, étape 3. Monistrol-sur-Loire, Le Coteau, Casper Van Houden sera-t-il capable de faire très fort et de battre Pedersen par exemple au sprint? Parce qu'on va voir. En tout cas, moi je vais travailler pour l'un de mes sprinters. Je considère quand même toujours Stuyven comme capable d'aller s'imposer sur un sprint. Alors peut-être pas un sprint massif comme Pedersen est capable de le faire, mais sur un sprint en plus petit comité, Stuyven complètement capable de s'imposer. À partir de là, on verra si on joue pas un peu pour lui, parce que dans cette saison, j'ai pas encore réussi à le faire gagner, donc j'ai un peu ça en travers de la gorge. Et allez, on est dans le final, regardez. Mollema, Stuyven, Pedersen. Il faut se frayer un passage. Oh là là, c'est pas évident. On n'a pas de passage ici. On n'a aucun passage. On est irrémédiablement bloqué, vous voyez. Donc là, c'est un truc que je montre. Van Houden s'impose, de DSM, bien joué. Un truc que je montre comme une mauvaise expérience à ne pas renouveler. Une configuration sur laquelle toute la largeur de la route était occupée dans ce final par les sprinters. Tiens, on voit Paul Penwet qui fait 5. Et toute la largeur de la route occupée, à aucun moment on peut se frayer un passage. Et on est complètement bloqué sans avoir le moyen d'exister. Donc là, c'était un petit peu le cauchemar du sprint. Ensuite, contre-la-montre individuelle de 30 km. Alors là, on va le jouer vraiment le mieux possible. C'est pas évident à jouer ce type d'étape. 30 bornes, c'est beaucoup. Donc ça ne permet pas de faire facilement illusion. J'ai un très bon intermédiaire avec Mollema qui part certes très très loin au général, donc c'est pas non plus d'illusion, mais j'ai beaucoup d'espoir quand je voyais le premier intermédiaire de Mollema et surtout le deuxième, et je me dis, ah bah zut alors, t'as fait moins bien que Boassenhagen. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc ok. Ensuite, Giulio Ciccone. Allez, Giulio Ciccone, c'était un peu l'homme en forme du tout début de saison pour cette équipe-là. Il en termine avec quand même une note de contre-la-montre qui est ramenée à 71 avec bonus du jour, mais qui n'est pas fameuse. D'ailleurs, il prend une 30 dans la figure, alors que les tout meilleurs ne sont toujours pas arrivés. Sjelmose, qui peut-être devrait faire mieux, non? On sait que le Danois c'est une vraie pépite, ce Sjelmose. J'aime beaucoup. Il faut quand même admettre que même si le Tour de Suisse dernièrement a été, on va dire, tronqué, il s'impose, ce qui est quand même tout à son avantage, malgré un excellent Ayuso, un très bon Remco. C'est quand même Sjelmose qui s'impose. Je veux dire quand même, le mec est pas là par hasard. Allez, ah là 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 là, on n'a pas réussi non plus à pouvoir marquer de notre empreinte ce contre-la-montre. Lopez en a terminé entre-temps. Stuyven termine aussi de façon quasi anonyme. Pedersen, on a de l'espoir. Il y avait un super intermédiaire 2 pour Mats Pedersen. Oh, qu'est-ce qu'on a pris cher dans la dernière partie. On a pris super cher. J'en déduis une chose, c'est que l'IA a sûrement gardé pas mal de force pour la toute dernière partie de ce contre-la-montre. Donc le dernier tiers pour schématiser, entre l'intermédiaire 2 et l'arrivée. Et on retrouve des gens qui s'imposent, qui sont des gens particulièrement en forme. Vous avez entreaperçu Magnus Sheffield, puis nous, par contre, à part avec Pedersen, Sjelmose et Mollema, on s'est fait éclater, quoi. On s'est fait complètement éclater. Après, priorité aux hommes en forme, j'ai quand même l'impression. Magnus Sheffield qui prend le maillot jaune. Ineos Grenadier bien présente avec Leo Hayter.
également. Bon, bah, la vérité, elle arrivera de toute façon dans la montagne. Mais là, je me dis à ce stade que peut-être Shelmose peut jouer un rôle. Pour le reste, ça va être quand même très très délicat vu la nature des étapes qui attendent. Et il en reste quand même une là. Hein. Allez, la 5e étape, elle peut nous sourire. On est capable d'emmener quelqu'un ici, soit Pedersen, soit Stuyven. Hein. J'ai pas envie de la jouer en puncher, celle-là. J'ai plutôt envie d'essayer quand même de jouer pour mes deux potentiels vainqueurs au sprint. Et donc c'est comme ça qu'on va travailler. Donc pas trop fort pour pas les lâcher. En même temps, je les protège pas parce que sinon, ils ont tendance avec leurs notes sur des... Vous voyez la dernière difficulté du jour ? En bas à droite sur le petit profil. Sur celle-là, je sais très bien qu'il vaut mieux, quitte à le fatiguer, il vaut mieux par exemple que Pedersen ou Stuyven suivent Simmons, qui lui sera en effort très important, puisqu'il protège actuellement Shelmose. Il vaut mieux imposer cela aux deux, plutôt que même leur mettre un effort 88 et espérer s'accrocher alors qu'en fait on va se faire décramponner et que derrière ça se trouve on peut subir une cassure. Donc ce que je veux dire par là c'est que des fois si on veut faire passer son sprinter, moi ma technique c'est de le caler dans la roue de quelqu'un qui est sûr de passer sans être décramponné. Voilà. Donc c'est pour ça par exemple qu'ici j'ai fait le petit train. Après vous voyez Pedersen il reste plus rien, Stuyven il reste plus rien, il y a 14 bornes de l'arrivée. Ça attaque. Oui, mais attention, ils vont récupérer. Hein. Ils vont récupérer parce que le reste est en descente. Les autres travaillent. L'avantage, c'est que eux, ils ont plus d'efforts à faire. Ils sont très très bien placés. Et en plus, on a ici une arrivée en descente, ce qui fait qu'on peut complètement lancer à l'avance, même dès le début de la descente, avec de forts pourcentages. Pedersen va lâcher Stuyven. J'avais dit que j'allais jouer pour Jasper Stuyven un de ces jours. Voilà. C'est fait. En fait, ça me faisait trop de la peine parce que Pedersen, il avait gagné quelques courses. Donc ça va, sa saison n'avait pas moisi. Mais il gagne Milan-San Remo, excusez du peu. Même si Milan-San Remo sur PCM, ce n'est que Milan-San Remo. Mais Stuyven, à aucun moment, il avait été récompensé. Alors que le type est un potentiel vainqueur. Bon, bah, de toute façon, voilà, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. On sait tout ce qui est Jasper Stuyven, mais que j'adore, faut quand même le dire. Et je trouve que le coureur mérite qu'on lui donne quelque chose. Voilà. Ensuite, Nantua, Crévolant. Alors là, petite chute dès le départ, ok. Stuyven qui attend Ciccone pour le remonter. Pas besoin en fait, c'est remonté tout seul. C'est arrivé très tôt dans l'étape, donc pas de problème particulier. Après, c'est vrai, dans ces situations-là, pour les ramener à l'avant, plutôt que faire effort curseur, je les cale dans la roue d'un mec qui est tout devant. Et en général, ça revient super bien, plutôt que me faire suer à mettre un effort curseur là, et à être là tout le temps à surveiller, alors que est-ce que le gars est en train de revenir ou pas, est-ce qu'il est en train de se repositionner à l'avant, etc. Donc bon, c'est une manière de faire comme une autre. Allez, on est bien présent. Ici, on se doute que Shelmose aura toutes les peines du monde dans le final à exister. Tiens, encore une chute ici, là. Mince. On est touché. On a du mal à remonter. Et pourtant, les difficultés ont déjà commencé. Alors, il faut essayer de s'accrocher. Mais vous voyez, c'est pas facile. J'ai Shelmose qui est en difficulté déjà en termes de barre. Il subit ses notes du jour, en fait. C'est essentiellement physique. C'est-à-dire qu'il a un malus physique qui, du coup, le transforme en un coureur un peu plus banal, alors qu'en temps réel, dès qu'il a plus 1 ou plus 2, Shelmose, il rivalise avec énormément de coureurs, hein, même sur ce terrain-là. Et du coup, bon, allez, il y a un moment où on se relève. On a compris
qu'on pourrait pas disputer le général de ce Dauphiné avec notre petit Danois favori. Ciccone va donc être missionné. Ouais, c'était très 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 dur, hein. Le col des Aravis, là, waouh, c'était affreux. On a vidé toutes les barres et il reste quand même encore la montée finale. Enfin, en 2 temps, hein. En 2 temps, donc on va essayer de se positionner. Ciccone, peut-être Mollema et Stuyven peuvent encore aider ici. On y va en curseur, on sait que ça sert à rien de s'exciter. Stuyven encore là, hein. C'est pas un monstre. Le mec a été monstrueux sur cette étape-là. Allez, c'est parti. Ciccone, Mollema. Est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose ici? Oui, Giulio Ciccone qui va ici s'imposer un poil devant George Bennett. J'ai failli me la faire souffler en levant les bras. Tiens, ça aurait été la spéciale... c'était qui? Caruso à l'époque, il y a 5 ans, vous vous souvenez? Ceux qui étaient là sur une étape du Tour, je crois, ou je ne sais plus, du Giro. Le mec lève les bras, il nous fait la spéciale PCM. J'ai plus l'image, mais sinon je vous l'aurais inséré pour rigoler. En tout cas, ça a failli jouer contre nous de lever les bras un peu trop tôt. Allez, on la prend. Donc bon, cette victoire d'étape ne change pas non plus énormément les choses parce que les plus dangereux au classement général terminent au pire à 17 secondes. Bon, ça veut dire 27 avec la bonification. Du coup, Ciccone se replace 7ème. Mais ça n'est pas non plus cousu de fil blanc parce qu'il reste 50 secondes à boucher avec 2 étapes très difficiles. Hors pic de forme. Donc, à prévoir vraiment ce qui va se passer, ni comment est-ce que Ciccone va être disposé. Alors, vous voyez, il a hérité d'un +1. C'est là qu'on commence à être très attentif au pic de forme. C'est dans les moments très très serrés de ce type de course à étapes où on est là, on se dit, bah, si j'ai pas une forme un peu positive, je suis mort. C'est fichu. Alors, il y a le col de la Madeleine. J'avais des petites fourmis dans les jambes. Je me disais, et pourquoi on n'enverrait pas quelqu'un du type Simmons, Schelmose, qui désormais ont du retard, hein, tous les deux. Ils ont vraiment du retard, mais on les laisse pas partir, vous voyez. Donc, il va falloir que j'en remette une avec l'Américain. Schelmose dans le brouillard, on voit plus rien. C'est Pedersen de Soudal Quickstep là qui fait c'est Casper qui fait la poursuite pour le peloton. Ensuite, on a péniblement réussi à se faire 30 secondes d'avance. Simmons a donc mis sur orbite Schelmose. On se dit, bon, maintenant après, advienne que pourra. Sharman Boss, je pense que c'est pour Conrad. Pas tout à fait sûr, mais je pense que c'est ça. Vous voyez, Schelmose, il n'arrive jamais à creuser, en fait. On est parti à contre-temps, hein, la vérité. On est parti à contre-temps dans ce col de la Madeleine, à contre-temps, et on se retrouve coincé entre l'échappée et le peloton. Allez, Juan Pedro Lopez, pour une tentative un peu dingue, pas loin du sommet de la Madeleine. Derrière, c'est l'agonie, hein. Tout le monde est vraiment en difficulté. On a repris les échappées avec Juan Pedro Lopez. Le peloton est à une minute seulement. Juan Pedro Lopez va prendre de très très gros points dans l'optique éventuellement du classement de la montagne. Bon, pourquoi pas. Il y a une descente en plus derrière à assumer. Oh, je suis seul, il faut plus être seul là. Il faut absolument se relever vis-à-vis des 3 qui sont en poursuite. Et peut-être qu'après à 4 on peut s'organiser, mais à aucun moment le peloton ne nous laisse réellement de liberté. Alors que Lopez n'est pas dangereux, hein. Mais bon, voilà. Ils veulent se la disputer, celle-là. Les tout meilleurs. Alors les tout meilleurs, hein, pour être franc, là on a réussi à recreuser, ça fait un peu le yo-yo. C'est marrant, il y avait Narvaez aussi, hein, qui est quand même assez solide dans ces hommes de l'avant.
Lopez, évidemment, est le plus fort, donc il va recreuser, c'est clair. Et du coup, il y a peut-être quelque chose à faire dans le col du Mollard, là. On lâche Narvaez, il reste plus que Finet. Et on lâche Finet aussi, évidemment. Sauf que derrière, ça revient, mais à toute allure. Pourtant, Lopez a un très bon rythme. Hein, et derrière, c'est revenu, mais de ouf. Donc là, on était sur une situation où, emmené par Robert Gesink, ensuite c'était Tige Benoît qui avait attaqué et tout. Non mais les mecs sont dingues. Hein. Il y a Wilco Kelderman qui est dangereux. Il y a Poole de DSM, là je vous en ai parlé. Il est dingue. Il y a Cataneo qui porte le maillot jaune et qui sent pousser des ailes. Bob Jungels, on dirait qu'il est revenu sur la forme de ses 26 ans vers là. C'est là où il était dominant. En tout cas, il était très très fort. Allez, Ciccone qui attaque. C'est parti pour le grimpeur italien. Oh là là, vite repris. Hein. Vite repris. En tout cas, chacun y va de sa petite tentative. Grosse explication entre les ténors. Kelderman avec George Bennett, Bob Jungels. Ici, dans la roue. Bref, vous l'avez compris. Il y a combat à 7 pour savoir qui est le plus fort. Bon bah c'est pas nous. Hein. Ciccone doit s'avouer vaincu parce que là, Kelderman et Bennett sont partis d'une superbe manière et on aura bien du mal à les reprendre. Il n'y a pas assez de kilomètres à parcourir. Voilà, ça va être chou blanc. Si on fait troisième déjà, on est content. Et là encore, Kelderman qui accélère, qui lâche George Bennett. Énorme fin d'étape ici dans la croix de fer pour Wilco Kelderman qui, voilà, franchement, au vu de cette étape-là, mérite limite de prendre le jaune là. Hein. On va pas se mentir. C'était sublime. La fin pour Kelderman. Derrière, combien va subir Cataneo? Parce qu'il aura peut-être pas la bonif. Est-ce qu'il aura la bonif? Non, on lui pique la bonif. Il a quand même perdu du temps, hein, Cataneo. Est-ce qu'il sera encore maillot jaune au matin de la dernière étape? Moi, je ramasse les miettes. Hein. On est mais complètement en version puzzle là, dans cette fin d'étape 7. Elle a fait super mal. C'est une étape magnifique. Et on termine vraiment comme on peut. Voilà, Kelderman, superstar. Et Ciccone, bah, ma foi, en résistance, hein, il a fait ce qu'il a pu, mais impossible de rivaliser avec ce Kelderman-là, qui prend le maillot jaune. Yes, mérité. Hein. Honnêtement, c'était l'étape reine, on peut le dire, avec arrivée au sommet, mais de très très belle nature. Étape reine, c'était cette étape 7, et Kelderman mérite d'être là où il est. Et puis après, bon, bah, il reste quand même un dernier baroud d'honneur pour nous. Hein, Ciccone, il a quoi? Il a moins de la minute. Hein. Et ouais, c'est faisable. Hein. Bon, 1 minute 13, allez, tu prends 10 secondes de bonif. 1,03. C'est tendu quand même. Mais c'est faisable. On peut y arriver. On peut y arriver en étant offensif et en tentant des choses. Donc moi, c'est un peu ce que je trouve sympa avec cette équipe Trek, là, quand elle est en plus aligné en fait dans sa version quand même assez forte. Hein. Bah là il y a moyen vraiment de se faire plaisir et de prendre quelques risques. Vous voyez sur l'étape d'avant, je m'amuse, j'envoie Lopez après avoir envoyé Schelmose. Derrière on a fait notre petite tentative avec Ciccone. Il y a vraiment de quoi faire. C'est assez agréable. Allez, donc ici après bah j'ai joué la carte quand même de l'économie. Je veux dire pourquoi. Parce que je sais que partir de trop loin est souvent sanctionné par le jeu. Puis d'ailleurs, souvent même, c'est un des gros leaders de l'IA qui est sanctionné en étant parti trop loin. Ou de trop loin. Regardez, par exemple ici, Poole qui attaque. Bon, Poole, c'est un des protagonistes hein, de ce Dauphiné. Franchement, il est super solide. J'ai envie de réagir et de ne pas laisser faire. Mais il est solide, hein, il résiste, vous allez voir. Pour le reprendre, ça va pas être évident. En plus, on a un retard total par rapport à l'échappée. Parce que la Jumbo-Visma a été assez passive dans la manière de contrôler la course.
Alors, on va peut-être revoir quand même Poul. Oui, ça y est. On va le reprendre. Et moi, je considère que c'est bientôt le moment d'attaquer. D'ailleurs, Sheffield et Conrad sont du même avis. On va tenter quelque chose là, ici. Avec qui? Bon, tant qu'à faire, il faut y aller avec Ciccone. Hein. Il n'y a pas à tortiller. Lopez pourrait nous faire la cassure. En tout cas, il n'a plus rien en magasin. Il a protégé un peu après. On est parti. Allez, il n'y a plus que Patrick Conrad dans la roue de Ciccone qui s'envole. Allez, mon grand. On peut le faire. Et vous voyez, il ne reste plus que 2,24, 2,20, 2,18, 2,12. Sur la fin de ce col de porte, Ciccone est capable de reprendre les échappées, si ça se trouve, qui sont plantés là, les pauvres. Ils sont à l'arrêt, les mecs. Et oui, Ciccone va revenir, regardez. Il va revenir. Alors donc, on aura bouché un trou, mais monstrueux. Ah zut, Dorian Godon et Gonzalez conservent quand même un peu d'avance au sommet. Allez, on y croit. Il faut faire une énorme descente ici. Une énorme descente. Et peut-être que l'exploit est au bout. Voilà, ici. Ça a été un petit peu tendu. Dorian Godon qui fait de la résistance. Il est tout seul en tête. Ici, Ciccone, faire gaffe parce que ça, c'est une zone où le pourcentage n'est pas égal. Et à des moments, si vous attaquez, vous pouvez quand même vous bouffer la barre de manière assez significative. Derrière, il y aura un petit mur. Donc, c'est pas l'arrivée n'est pas en descente. L'arrivée est presque après cette descente-là. Ciccone, donc, en version Nibali dans la descente. On lui a demandé de prendre un max de risque. Allez, mon grand. Il va falloir reprendre Dorian Godon. Derrière, on voit Cataneo. Voilà, ils ont tous repris Ciccone. Vous vous rendez compte? Ça, dans d'autres Pro Cycling Managers, j'aurais probablement gagné avec 1 minute d'avance. Et là, on s'est fait reprendre dans la descente. Vous allez me dire, ouais, Ciccone. Non, mais Ciccone, pas si mauvais. Et j'ai attaqué pendant presque toute la descente. Alors, ce qui peut expliquer aussi cela, c'est que, donc voilà, quand même, on la prend, mais avec un écart tellement faible que le général restera ce qu'il est. Ciccone, il était tout seul à rouler, alors que les autres roulaient comme des malades. Et étaient plusieurs, donc ça peut aussi jouer, c'est sûr. Mais bon, quand même, je trouve que dans les descentes, l'IA me paraît moins passive que ce que nous avons pu, en tout cas dans ce que j'ai vu, moins passive que ce que nous avons déjà vu par le passé, où il y avait moyen de lui imposer des différences de taille. Donc voilà, Kelderman mérite ce Dauphiné. Très très bien joué. J'ai donc fini mon test avec Trek Segafredo. On est presque au matin, si j'ose dire, du Tour de France. En tout cas, moi j'ai avancé jusqu'à la veille du Tour de France, 28 juin, quasiment la veille en tout cas. Mas aura donc gagné le Giro. Paris-Nice pour Ciccone. Après, il y a une petite répartition des victoires ici et là. En simulation, Mads Pedersen aura été champion du Danemark. Et les monuments, on s'en souvient. Pedersen, Asgren, Christophe, Pogacar. Très bien, très bien. Donc voilà. Il y a un Tour de France qui démarre bientôt. Je crois qu'on est un peu tous au courant. On va se régaler. Et puis moi, je vais basculer sur du Groupama FDJ. Donc, comme je l'avais annoncé dans ma dernière vidéo de la semaine dernière, et comme je voulais reconfirmer en début de cette vidéo-là. Voilà. Je souhaite beaucoup de bonheur à tout le monde, et notamment en jouant en PCM et en regardant le Tour de France. A plus.